Tout s'est passé 2 jours avant Noël, dans ce petit café rustique d'une rue pavée du Marais, le genre d'endroit qui sent la vapeur de cannelle et l'expresso brûlé, où les vitres sont embuées par la respiration de trop de gens buvant des crèmes et gardant pour eux des non-dits. J'étais assis en face de Juliette, ma belle-sœur, la petite sœur d'Émilie, et elle ne touchait pas à sa boisson. Elle me fixait simplement avec une tension glaciale dans les épaules, comme si elle était sur le point de dégoupiller une grenade. Je ne vais le dire qu'une fois, a dit Juliette, la voix basse mais claire. Émilie te trompe. Les mots sont restés suspendus là. Froid. Précis. J'ai cligné des yeux, 1 fois, 2 fois. Puis je me suis penché en avant, les sourcils froncés. Avec qui, ai-je demandé, essayant de ne pas rire, essayant de rester calme. Elle n'a pas scié. Avec Sébastien, mon mari. Mon estomac a chuté si vite que j'ai cru que j'allais vomir. Mais au lieu de montrer ça, j'ai plissé les yeux et j'ai dit, tu as perdu la tête. L'expression de Juliette n'a pas bougé. Tu penses que j'inventerais un truc pareil? Que je ferais exploser mon propre mariage, toute notre famille, pour le plaisir? Peut-être pas pour le plaisir, ai-je dit sèchement. Mais par méchanceté? Peut-être. Juliette a eu l'air d'avoir reçu une gifle. Méchanceté. Tu as toujours eu quelque chose à prouver, Juju. Tu as toujours eu ce truc avec Émilie, une sorte de compétition tordue. Je suis venu ici pour te prévenir, a-t-elle claqué. Je pensais que tu méritais la vérité. Mais si tu préfères faire l'idiot. Non, ai-je coupé, la voix montant. Ce que je préfère, c'est ne pas rester assis là pendant que la petite sœur de ma femme essaie de démolir mon mariage avec un fantasme sorti d'une de tes crises d'angoisse arrosée au vin. Juliette a pâli. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, puis l'a refermée. Ses lèvres tremblaient juste un peu. Le silence entre nous était laid. Émilie m'aime, ai-je dit plus lentement cette fois. Et je lui fais confiance. Peu importe ce qui se passe dans ton mariage. Peut-être que c'est de ta faute si Sébastien va voir ailleurs. La mâchoire de Juliette s'est serrée. Tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Je pense que si, ai-je dit en reculant ma chaise. Et je pense que cette conversation est terminée. Elle ne m'a pas suivi quand je suis parti. Elle est juste restée assise là, ravalant ses larmes, une douzaine de choses non dites se fissurant derrière ses yeux. Dehors, l'air parisien était glacial. Je suis resté sur le trottoir 1 seconde pour essayer de ralentir ma respiration. Et pourtant, sous toute cette colère, quelque chose avait commencé à me démanger. Je voulais croire qu'Émilie ne pouvait pas, qu'elle ne le ferait pas. Mais les yeux de Juliette, ils ne mentaient pas. Pourtant, j'ai refoulé cette pensée. Émilie était ma femme, ma meilleure amie, mon monde, et je n'allais pas laisser ma belle-sœur détruire ça avec son cœur brisé et ses soupçons délirants. Pas aujourd'hui. Jamais. Ce soir-là, la cuisine ressemblait à une scène de film de Noël. Les lasagnes bouillonnaient dans le four, diffusant cette odeur chaude et fromagée dans tous les coins de l'appartement, et des bougies à la vanille vacillaient sur le rebord de la fenêtre. Émilie se tenait pieds nus près de la cuisinière, fredonnant une vieille playlist de nos années fac, quelque chose de doux et nostalgique. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon lâche et portait une de mes chemises en flanelle sur son leggings, les manches retroussées au coude. Confortable, familière, complètement intacte par la conversation que j'avais eue quelques heures plus tôt. Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés, la regardant couper du pain aillé avec beaucoup plus de soin que nécessaire. Mon esprit revenait sans cesse au café, à la voix de Juliette et à ce regard dans ses yeux. Mais dans cette pièce, ça ne collait pas. À ce moment précis, Émilie était ma femme, pas un personnage dans une accusation sordide. Tu te souviens de cette horrible soirée d'intégration où tu m'as traîné, a-t-elle demandé en se tournant avec un petit sourire. Celle avec la peinture fluo et la machine à karaoké qui a lâché à mi-chemin. J'ai ri, reconnaissant pour le changement d'ambiance. Tu veux dire celle où tu as chanté pour que tu m'aimes encore et où tu as oublié toutes les paroles? Je n'ai pas oublié, a-t-elle dit en marchant vers la table avec 2 verres de vin. J'ai juste improvisé. Tu as crié, je te jetterai des pizzas au lieu de des sorts. J'ai secoué la tête. Très poétique. Elle s'est assise en face de moi, toujours souriante. J'étais au sommet ce soir-là et pourtant tu m'as quand même épousé. Ton sommet était bien après ça, ai-je répondu en levant mon verre.
tu as juste eu un démarrage bizarre. Nous avons trinqué et elle a tendu la main à travers la table, entrelaçant ses doigts aux miens. Sa prise était chaude, intentionnelle, et puis elle l'a dit doucement mais directement. Tu es toujours la meilleure chose dans ma vie. Ma gorge s'est serrée juste une seconde, mais j'ai souri parce que je le pensais quand j'ai répondu, toi aussi. Le minuteur du four a sonné, mais aucun de nous n'a bougé tout de suite. Nous étions assis dans la pénombre, la lueur des bougies dansant sur ses pommettes, l'odeur d'ail et de vanille nous enveloppant comme un souvenir. Tout dans ce moment semblait vrai. Je voulais y rester. J'en avais besoin. Émilie a lâché ma main et s'est levée pour sortir les lasagnes en utilisant ses ridicules gants de cuisine verts en forme de grenouille. Un cadeau gag de notre premier anniversaire. Je l'ai regardé bouger, fredonnant à nouveau, posant soigneusement le plat sur la plaque de cuisson. Alors qu'elle se penchait pour vérifier le fond, son téléphone a vibré sur le comptoir. Elle ne l'a pas regardé, n'a pas tressailli, n'a rien caché, elle s'est juste retournée et a dit « Attrape la salade, chérie ». Et c'était tout. Le dîner ce soir-là fut facile. Nous avons ri, nous nous sommes taquinés sur de vieux amis, et avons même joué 2 parties de cartes après avoir débarrassé. Elle m'a battu les 2 fois, disant que c'était la revanche pour le souvenir du karaoké. Quand nous nous sommes finalement mis au lit, elle s'est blottie contre mon torse et a chuchoté, tu rends tout sécurisant. J'ai fermé les yeux, la tenant contre moi. S'il y avait quelque chose de caché sous ce sourire, si une partie de ce que Juliette prétendait était vrai, ça ne se voyait pas ce soir. Et honnêtement, je ne le voulais pas. Pas encore. Pas quand tout semblait si réel. Ça a commencé comme une écharde. Petit, irritant, quelque chose que je me disais de ne pas gratter. 2 jours après notre dîner aux chandelles, je suis rentré du travail et j'ai trouvé Émilie sur le canapé, les jambes repliées sous elle, le visage éclairé par la lueur de son téléphone. Elle ne m'a pas remarqué au début, ce qui n'était pas inhabituel. Mais quand je suis entré dans le salon et que j'ai dit « Hey, je suis rentré », elle a sursauté légèrement et a retourné l'écran de son téléphone face contre le coussin. J'ai haussé un sourcil. « À qui tu écris ?» Elle a souri rapidement, presque trop rapidement. « Juste Juliette. » J'ai hoché la tête, forcé de sourire en retour. « Tout va bien avec elle ?» Émilie s'est levée et m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était. « Ouais, elle fait encore sa dramatique pour un rien. Tu connais Juju. » C'était une phrase inoffensive d'habitude, mais là, elle a résonné différemment. Ce soir-là, pendant qu'on se brossait les dents côte à côte, j'ai aperçu son téléphone s'allumer sur le meuble de la salle de bain. Je ne voulais pas regarder, mais sa main a volé à travers le lavabo pour le retourner avant même que je puisse voir le nom. Elle n'a rien dit, a juste rincé sa bouche et fredonné. Le 3e jour, j'ai remarqué qu'elle gardait son téléphone en silencieux même quand elle n'était pas en réunion. Les notifications ne sonnaient plus. Elle s'allumait juste en bref pouls silencieux, des messages qu'elle n'ouvrait jamais quand j'étais dans la pièce. Une fois, je l'ai vu les balayer si vite qu'on aurait dit qu'ils brûlaient. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Je me suis dit, ne deviens pas ce mec. Ne deviens pas soupçonneux juste parce que quelqu'un d'autre a planté une idée. Mais ensuite est venue la 4e nuit. Nous étions assis sur le canapé à regarder une émission de rénovation de maison dans cette brume paresseuse d'après-dîner. J'avais un bras autour de son épaule, mes jambes étendues, à moitié endormies par les pattes. Émilie faisait défiler son téléphone, souriant toute seule. Puis elle a gloussé. Gloussé. Qu'est-ce qui est drôle, ai-je demandé nonchalamment. Elle m'a jeté un coup d'œil, son sourire vacillant, et a rapidement incliné l'écran loin de moi. Rien. Juste un mème débile que Juju a envoyé. J'ai tendu la main vers ses genoux, léger. Fais voir. Elle a retiré le téléphone. C'est même pas si drôle, Mathieu. Alors laisse-moi en juger. J'ai ri, essayant de dédramatiser, mais quelque chose en moi s'est tendu. Elle a serré le téléphone contre sa poitrine. Allez, ne sois pas bizarre. Et c'est là que quelque chose en moi a craqué. Je ne l'avais pas prévu. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas parlé. Je me suis juste penché en avant et j'ai arraché le téléphone de ses mains. Mathieu, qu'est-ce que tu fais ? A-t-elle haleté, se redressant précipitamment. Je tenais le téléphone, mon pouce planant sur l'écran. Ses messages étaient encore ouverts.
Je n'ai vu qu'un seul mot, Sébastien. Émilie s'est jetée en avant et l'a récupéré. Tu ne peux pas juste. Sa voix s'est brisée. Des larmes ont jailli de ses yeux comme un barrage cédant sous la pression. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça, a-t-elle pleuré en reculant. Je suis resté là, le cœur battant, alors qu'elle serrait le téléphone comme si c'était quelque chose de sacré, comme si j'avais violé quelque chose de profond. Tu m'as menti, ai-je dit, ma voix tremblante. Tu as dit que c'était Juliette. Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste tournée et a couru à l'étage, ses sanglots résonnant contre les murs du couloir. Je ne l'ai pas suivie. Pas tout de suite. Je suis resté dans le salon, l'écran de la télé maintenant noir, reflétant ma silhouette comme un étranger que je ne connaissais plus. Mes mains tremblaient. Pas de rage, mais de perte, de quelque chose de plus profond. Ce n'était plus juste un doute maintenant. Ce n'était pas un murmure de Juliette que je pouvais ignorer. C'était une fissure, nette, indéniable, et qui se propageait rapidement sur le verre. Le lendemain matin, j'ai quitté la maison sans dire un mot. La porte d'Émilie était verrouillée. Je n'ai rien entendu de l'autre côté. Pas de pleurs, pas de mouvement, juste le silence, lourd, comme s'il avait élu domicile permanent dans notre couloir. Je suis resté devant la porte un moment, la main à moitié levée pour frapper, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, je suis descendu, j'ai pris mes clés et j'ai conduit jusqu'à un immeuble que je n'avais pas visité depuis près de 5 ans. Le cabinet du docteur Laurence Fabre se trouvait au 3e étage d'un immeuble calme du centre-ville. Ça n'avait pas beaucoup changé. Des murs verts d'eau, une légère odeur d'eucalyptus, et ces peintures d'océan qu'elle avait toujours aimées. Des vagues calmes, des ciels ouverts, un endroit où l'on pouvait respirer. Je n'avais pas pris rendez-vous. Je suis juste entré, j'ai dit à sa secrétaire que j'étais un ancien patient ayant besoin d'une clarté urgente. 15 minutes plus tard, j'étais assis sur le même canapé moelleux que j'avais utilisé pour déballer mon anxiété pendant mes études. Le docteur Fabre a souri en entrant. Même énergie calme que toujours. La cinquantaine, cheveux en chignon, voix comme du thé chaud. Mathieu, a-t-elle dit doucement. Ça fait un bail. Ouais, ai-je murmuré. Trop longtemps. Elle s'est assise en face de moi, carnet en main, mais sans écrire, attendant juste. Alors, je lui ai dit. Pas tout, juste assez. L'accusation de ma belle-sœur, les rires nocturnes d'Émilie, la façon dont son téléphone était devenu un second battement de cœur, comment je le lui avais arraché des mains la veille, et comment je n'avais pas reconnu la personne que j'étais en le faisant. J'ai terminé par une question simple et fatiguée. Comment je sais si je vois ce qui est réel ou ce que je veux voir? Le docteur Fabre a hoché la tête lentement. C'est une place difficile à occuper, a-t-elle dit. Parce qu'une fois que le doute entre en scène, le cerveau passe en ce qu'on appelle l'hypervigilance. Chaque mouvement, chaque rire, chaque silence, tout devient suspect. C'est comme si votre système nerveux passait en mode détective. Donc, je suis paranoïaque. Pas exactement. Elle s'est penchée en avant. Vous réagissez à la peur. Vous l'aimez. Vous avez construit une confiance avec elle. Donc quand cette confiance se sent menacée, votre esprit commence à saisir des preuves, réelles ou non, pour se protéger. J'ai dégluti difficilement. Mais j'ai vu le nom Sébastien. Le docteur Fabre a fait un petit signe de tête. Et vous avez tout à fait le droit de vous sentir ébranlé par ça. Mais lui arracher son téléphone, ce n'est pas une question de vérité. C'est une question de contrôle. Et vous n'avez jamais été quelqu'un qui fonctionne par le contrôle, Mathieu. Ce n'est pas vous. Je suis resté avec ça. J'ai laissé ça piquer un peu. Elle a continué. Ce que vous ressentez en ce moment est réel, mais les dégâts qui peuvent venir d'agir avant de comprendre le sont aussi. Alors, qu'est-ce que je fais? Commencez par l'humilité, a-t-elle dit. Commencez par des excuses. Pas parce que vous avez tort sur vos instincts, mais parce que vous êtes responsable de votre réaction. Au moment où vous avez pris son téléphone, vous avez cassé quelque chose aussi. J'ai hoché la tête, les yeux brûlants. Elle ne me parle pas. Alors parlez le premier. J'ai quitté le cabinet 30 minutes plus tard, me sentant plus léger et quelque part plus petit. Pas dans le mauvais sens, juste conscient de l'espace que j'avais pris et de la façon dont je l'avais utilisé. Il bruinait quand je suis sorti.
L'hiver parisien typique, pas tout à fait de la pluie, pas tout à fait du brouillard, juste un voile gris doux sur tout. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté chez le fleuriste de mon quartier et j'ai acheté des renoncules. Les préférés d'Émilie, roses et blanches. La femme derrière le comptoir les a enveloppés dans du papier craft et les a attachés avec un nœud en ficelle. Elles sont fraîches de ce matin, a-t-elle dit. J'ai envoyé un texto à Émilie depuis le trottoir avant de rentrer à pied. Moi, je suis désolé pour ma réaction. J'étais blessé. Ça n'excuse pas d'avoir pris ton téléphone. J'aurais dû demander. Je veux qu'on parle quand tu seras prête. Pas de réponse, mais j'ai appuyé sur envoyer quand même. Les fleurs semblaient plus lourdes qu'elles n'auraient dû alors que je les portais dans notre rue, la bruine traversant ma veste. Mais d'une manière étrange, c'était comme le chemin du retour vers quelque chose. Pas le pardon. Pas encore. Mais peut-être, juste peut-être, le premier pas vers la compréhension de ce que j'avais vraiment vu. Je suis rentré mouillé par la bruine, les renoncules à la main, et je les ai posés doucement sur le comptoir de la cuisine à côté du mot que j'avais écrit. Parlons quand tu seras prête. Je ne vais nulle part. La maison était silencieuse. Pas de craquement de parquet à l'étage, pas de bruissement, juste ce genre de calme lourd qui fait que chaque tic-tac d'horloge sonne comme un coup de tambour. J'ai fait du thé et je me suis assis sur le canapé, fixant à nouveau la télévision éteinte, ce même écran noir où j'avais vu mon propre reflet ébranlé juste une nuit plus tôt. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Un message de Juliette. J'ai hésité un instant. Mon pouce a plané sur la notification, quelque chose d'instinctif en moi chuchotant un nom. Mais je l'ai ouvert. Pas de mots au début, juste un fichier vidéo. J'ai appuyé sur lecture. Au début, la caméra tremblait, comme si quelqu'un avait posé un téléphone sur une étagère ou un rebord, une chambre d'hôtel, des murs beige simples, la lumière d'une lampe, un canapé, et puis j'ai vu Émilie entrer. Elle riait, elle riait. Elle a enlevé ses chaussures, a laissé tomber son sac par terre et s'est effondrée sur le canapé avec un confort décontracté que je ne connaissais que trop bien. Une seconde plus tard, Sébastien est entré dans le cadre. Mon beau-frère, chemise sortie du pantalon, manches retroussées. Il s'est assis à côté d'elle. Près. Trop près. Je ne pouvais pas entendre l'audio, mais je n'en avais pas besoin. Je l'ai regardé glisser une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle ne s'est pas reculée. Elle a souri. Elle a posé sa tête contre son épaule comme si c'était la sienne. La vidéo s'est arrêtée là. Elle ne durait que 31 secondes, mais elle n'avait pas besoin d'être plus longue. Un deuxième message a suivi. Juliette, tu me dois un rencard. Clin d'œil. J'ai fixé les mots, mes doigts se serrant autour du bord de mon téléphone. Les renoncules étaient toujours sur le comptoir, fraîches et ignorantes. Je les ai regardées longtemps. Puis j'ai répondu, moi? À quelle heure je dois passer te prendre aujourd'hui? Elle a répondu presque instantanément. 19h et un endroit décent. Cette fois, on trinque à l'honnêteté. Je ne savais même pas comment rester assis. Après ça, je me suis levé, j'ai fait les 100 pas. Je me suis rassis. Mon cœur ne s'emballait pas. Ce n'était pas de la panique. Je sentais quelque chose de plus froid, de plus lent. Pas encore la trahison totale. Mais le poids indéniable de la confirmation. Des heures plus tard, j'étais de retour dans ce même café, celui où Juliette et moi nous étions affrontés quelques jours plus tôt. Même table d'angle, même lumière tamisée projetant de longues ombres sur nos visages. Elle était déjà là quand je suis entré, cheveux bouclés, un manteau couleur rouille, et un rouge à lèvres une nuance trop audacieuse pour être décontractée. Quand je me suis assis, elle n'a pas parlé tout de suite. Moi non plus. Finalement, j'ai rompu le silence. Tu aurais pu juste me le dire. Juliette a remué sa boisson lentement. Je l'ai fait. Tu aurais pu me montrer la preuve à ce moment-là. Je voulais que tu le croies. Par toi-même. Elle a levé les yeux, son regard verrouillé sur le mien. Mais tu ne voulais pas le voir, Mathieu. Pas jusqu'à maintenant. J'ai hoché la tête. Tu as raison. Un serveur est passé, a déposé 2 verres de vin. Nous n'avons pas trinqué. Juliette s'est penchée en arrière, m'observant. Alors a-t-elle demandé doucement. Tu es là pour me crier dessus?
Pour me remercier? Pour me juger d'avoir gardé des preuves? J'ai secoué la tête. Je suis là pour dire que je suis désolé. Je pensais que tu étais amère. Je pensais que tu essayais de ruiner ce que j'avais. Elle a souri faiblement. J'étais amère, mais pas à propos d'Émilie. À propos de la façon dont les gens adorent faire semblant. La façon dont ils défendent les mensonges juste parce qu'ils sont plus faciles que la vérité. Le silence s'est installé entre nous à nouveau, mais cette fois il n'était pas tranchant. Il était honnête. Elle a levé son verre légèrement. À la vérité, a-t-elle dit. Je l'ai rejointe à mi-chemin. Et juste avant que nous buvions, elle a ajouté dans un souffle, la vérité a un prix. Et elle avait raison, parce que je commençais déjà à en sentir le coup. Quand je suis rentré dans l'appartement ce soir-là, l'odeur de quelque chose de chaud et sucré m'a frappé instantanément. Vanille encore. Et les lasagnes. Des restes réchauffés probablement. Les lumières de la cuisine étaient allumées, dorées et douces. Et elle était là, Émilie. Elle fredonnait pieds nus. De dos, elle ajustait les renoncules que j'avais apportés plus tôt, maintenant reposant dans un grand vase en verre. Elle souriait pour elle-même, complètement inconsciente. Je suis resté dans l'encadrement de la porte une seconde de trop, regardant, écoutant. Ce fredonnement, léger, sans but, résonnait différemment maintenant parce que je savais ce que je savais. Et, a-t-elle dit soudainement, se retournant et m'apercevant. Tout son visage s'est illuminé comme avant. Tu es rentré juste à temps. Je pensais que tu avais peut-être besoin d'espace. Elle a marché vers moi, lentement, ce genre de démarche qu'elle utilisait quand elle voulait la paix après un désaccord, celle qui me faisait autrefois me sentir aimé. J'ai trouvé ton mot, a-t-elle ajouté doucement en touchant mon bras. Les fleurs sont magnifiques, Matt. Je suis désolé de m'être fermé hier soir. Vraiment. Elle s'est penchée, cherchant mon regard. On peut juste repartir à zéro. Je n'ai pas bougé. Son sourire s'est fané un peu. Elle a incliné la tête. Mathieu, a-t-elle chuchoté. J'ai mis la main dans la poche de mon manteau et j'ai sorti mon téléphone. Mon pouce a tapé une fois, puis deux. J'ai tourné l'écran vers elle. La vidéo a commencé à jouer. Pas de mots, seulement elle, seulement Sébastien. Le visage d'Émilie n'a pas bougé au début, mais sa respiration s'est coupée. J'ai regardé ses yeux filer vers les bords de l'écran comme si elle espérait que ça coupe sur autre chose, quelque chose qui la sauverait. Ça ne l'a pas fait. La vidéo s'est terminée, et pendant un moment, rien. Puis elle s'est effondrée. Non, attendez, juste ses genoux ont flanché légèrement et elle s'est appuyée contre le comptoir. Mathieu, s'il te plaît. Je n'ai rien dit. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle tendait la main vers moi. Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne savais même pas comment te le dire. C'était une erreur. Je te jure que c'était juste. Juste une fois. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas élevé la voix. Tu as menti. Je ne voulais pas te perdre, a-t-elle pleuré, s'étouffant avec les mots. Tu es la seule chose bien dans ma vie. Je te jure. C'est la seule chose qui ait jamais semblé réelle pour moi. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait d'attraper les miennes, mais j'ai reculé. Mathieu, s'il te plaît, a-t-elle supplié. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. On peut juste. Ma voix, quand elle est finalement sortie, était stable. Fais tes valises. Elle s'est figée. Quoi? Tu ne peux pas rester ici, Émilie. Tu as tout cassé, ai-je dit, les yeux verrouillés sur les siens. Et je ne veux plus vivre dans quelque chose de cassé. Elle est restée là un moment, les larmes tombant toujours. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Ses épaules sont tombées, et lentement elle s'est tournée. Plus de supplications, plus de mots. Elle a monté les escaliers avec le poids lent et traînant de quelqu'un qui regarde tout son monde s'effondrer derrière lui. 10 minutes plus tard, j'ai entendu les roulettes de la valise claquer sur le parquet. Elle est redescendue avec les yeux rouges et les lèvres tremblantes. Elle s'est arrêtée dans le couloir. Je t'aime toujours, a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas répondu. Elle a franchi la porte. Et cette fois, le silence qu'elle a laissé derrière elle ressemblait à de l'air. 3 jours plus tard, les papiers étaient signés.
Émilie ne s'est pas battue. Pas pour l'appartement, pas pour les économies. Elle s'est juste tenue en face de moi dans ce bureau d'avocat calme avec un visage pâle et les mains jointes si fort sur ses genoux qu'elle tremblait. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas cherché la vengeance dans ses yeux. J'ai juste signé mon nom et j'ai glissé le stylo sur la table. C'était fini. Quand je suis rentré cet après-midi-là, la première chose que j'ai faite a été d'ouvrir toutes les fenêtres. Laisser l'air de décembre rouler dans chaque pièce comme s'il avait un travail à faire, comme s'il pouvait nettoyer les murs de tout ce qui avait mal tourné. Ce soir-là, Juliette a débarqué avec un sac de sport et un sourire fatigué. « Ne t'emballe pas », a-t-elle dit en enlevant ses bottes à l'entrée. « C'est juste pour quelques jours. Mon appart est encore à moitié plein des affaires de Sébastien. »« Tu es la bienvenue », ai-je répondu. « Honnêtement, c'est pas bizarre ?» Elle a eu un petit sourire en coin. « C'est un peu bizarre. » On a ri tous les deux et pour la première fois depuis ce qui semblait être des semaines, le son n'était pas creux. On a commandé des pizzas, ouvert une bouteille de vin qu'aucun de nous n'avait prévu de finir. On s'est assis par terre dans le salon parce qu'aucun de nous n'avait envie d'utiliser la table à manger. Les renoncules étaient toujours là, maintenant flétris sur les bords. Je ne les avais pas bougés. Juliette a ouvert son téléphone et a lancé Instagram. « T'as vu ce qu'Émilie a fait ?» J'ai haussé un sourcil. Je devrais m'en soucier. Elle a tourné l'écran vers moi quand même. Le visage d'Émilie remplissait le cadre. Peau éclatante, un filtre lumineux, un décor sur le thème des fêtes. Le bras de Sébastien était passé autour de ses épaules, sa joue pressée contre la sienne. Il tenait des chocolats chauds et des mugs assortis. La légende, parfois les choses s'effondrent pour que de meilleures choses puissent se construire. Flocons de neige. Bénie croissance guérison. Juliette a fixé l'écran un instant, puis a levé les yeux au ciel. Croissance, a-t-elle marmonné en sirotant son vin. Ils sont assortis maintenant. C'est sa nouvelle personnalité, je suppose. J'ai pouffé. Ça a l'air douillet. Juliette a tapoté l'écran. Tu vois ce mug qu'il tient? Je l'ai littéralement acheté chez Monoprix il y a 3 mois. J'ai secoué la tête. Il recycle tout. Je suppose. Il y a eu une pause. Puis Juliette m'a regardé de travers, un demi-sourire se formant. À ce jeu-là, on peut jouer à deux, a-t-elle dit, voix basse et amusée. J'ai levé mon verre et l'ai tapoté légèrement contre le sien. Sentez à ça. Et juste comme ça, le poids a commencé à se lever. Pas tout d'un coup, mais assez. La fête de quartier avait ce genre d'énergie que seules les petites communautés parviennent à invoquer. Des guirlandes bon marché clignotant dans l'arrière-cour, des chaises en plastique dépareillées, et l'enceinte Bluetooth de quelqu'un jouant Maria Carey en boucle. Les rires flottaient dans le froid de décembre comme s'ils étaient à leur place. Juliette et moi n'avions pas prévu de rester longtemps, elle l'avait même dit en enfilant son pull dans mon couloir. 20 minutes, avait-elle prévenu en attachant ses cheveux en un chignon lâche. Je peux faire semblant d'être festive pendant 20 minutes max. Mais 20 minutes se sont transformées en 40, puis 1 heure, et on s'est retrouvés en plein dedans. Juliette discutant avec Madame Martin de son chien, moi sirotant un vin chaud près du brasero. Puis je les ai vus, Émilie et Sébastien. Ils sont arrivés tard, main dans la main comme s'ils répétaient encore une scène à laquelle ils ne croyaient pas. Sébastien portait ce look suffisant et trop habillé comme un insigne d'honneur. Le sourire d'Émilie était trop large, trop parfait, comme de la porcelaine recollée après une fissure. Juliette les a vus en même temps que moi. Elle m'a donné un petit coup de coude, la voix basse. « Eh bien, a-t-elle dit, les fantômes de Noël sont là. » Je n'ai pas répondu, j'ai juste posé mon verre et offert mon bras. « Tu veux danser ?» Elle a cligné des yeux. « Sérieux ? Pourquoi pas ?» Elle a fait une pause, puis a glissé sa main dans la mienne avec un haussement d'épaule. « Allons gâcher la soirée de quelqu'un. » Nous nous sommes dirigés vers la piste de danse improvisée, juste un bout de pelouse sous un dé de lumière où quelques couples courageux se balançaient sans conviction sur la musique. La chanson n'était pas romantique, un rythme rétro moyen, mais ça n'avait pas d'importance. Juliette s'est penchée, posant ses mains autour de mes épaules, proche mais sans hâte. Nous avons bougé en cercle lent et facile. Son souffle était chaud près de mon col. « Il regarde » a-t-elle murmuré. « Je sais que tu veux arrêter.
Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai secoué la tête. Même pas un peu. Elle a souri. Puis elle m'a embrassé. Pas d'avertissement, pas d'hésitation, elle s'est juste penchée, a incliné la tête et a pressé ses lèvres sur les miennes avec le genre de certitude qui ne demande pas la permission. Ce n'était pas dramatique ou spectaculaire. Ce n'était même pas à propos d'eux. C'était juste réel. Quand nous nous sommes séparés, la musique continuait de jouer. Les gens continuaient de rire, mais à travers la cour, 2 personnes avaient arrêté de bouger. Émilie et Sébastien se tenaient figés près de la table des boissons. La bouche d'Émilie était légèrement ouverte. Sébastien était en train de boire, le bras mou le long du corps. Juliette ne les a pas regardés. Elle s'est juste tournée légèrement, le menton posé sur mon épaule, mais moi j'ai regardé. L'expression d'Émilie était passée du choc à autre chose, quelque chose de serré et laid sur les bords. Elle a chuchoté quelque chose à Sébastien. Il a répliqué sèchement. Pas fort, pas encore, mais c'était évident. Ils se disputaient. Son sourire a craqué en premier, puis le sien. Sébastien a détourné le regard. Émilie a fixé le sol. Autour d'eux, personne n'a remarqué. Madame Martin riait toujours avec les voisins. Un adolescent a renversé du soda sur la terrasse. Quelqu'un a crié pour avoir plus de bois de chauffage. Le monde continuait de tourner, mais leur masque était tombé. Et nous n'avions pas besoin de dire un mot pour le savoir. 6 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que tout se mette tranquillement en place. Ça ne s'est pas passé comme dans un film. Il n'y a pas eu de grand discours, pas de baiser dramatique sous la pluie, pas de piano doux quand les choses ont changé. C'est juste arrivé lentement, un mardi à la fois. Juliette n'est jamais partie après ses premières nuits. Ses affaires ont migré dans les tiroirs, puis les placards. À un moment donné, son mug à café préféré a siégé en permanence à côté du mien sur le comptoir, et nous avons tous les deux arrêté de prétendre que c'était temporaire. Les matins sont devenus des routines partagées, se frôler dans le couloir, se battre pour le miroir, se disputer pour savoir qui a fini les céréales. J'ai commencé à cuisiner plus, et elle a commencé à me taquiner sur le fait que je cuisais toujours trop les œufs. Tu es un homme parfaitement compétent avec l'âme d'un chef angoissé, plaisantait-elle en les retournant elle-même. Nous marchions le soir, parfois dans le quartier, parfois juste une boucle paresseuse autour du pâté de maison sans destination en tête. Nous parlions plus pendant ces promenades que nous ne l'avions jamais fait à table avec nos ex. De musique, de films, de là où nous pensions finir à cet âge, et parfois dans des moments plus calmes, de tout ce que nous avions perdu. Je ne sais toujours pas quelle partie de moi pensait qu'il ne le ferait pas, a-t-elle admis une fois alors que nous passions devant un jardin plein d'hortensias. Je veux dire, Sébastien cherchait toujours quelqu'un pour l'applaudir. J'ai juste arrêté d'applaudir. Je n'ai rien dit, j'ai juste serré sa main. Certains jours portaient encore du poids. Émilie postait quelque chose où Sébastien apparaissait dans la story de quelqu'un et l'un de nous devenait silencieux, mais ça passait plus vite à chaque fois. La vengeance, ça s'est consumé tôt. Quelle que soit la chaleur que nous portions d'avoir été trahis, elle avait refroidi, s'était transformée en quelque chose de plus chaud, de plus ancré. Ce n'était plus une question de gagner. Ce n'était même plus à propos d'eux. C'était à propos de maintenant. Et maintenant, c'était bien. Un soir début décembre, j'ai accroché des guirlandes lumineuses sur la terrasse arrière. Juliette est sortie tenant 2 mugs de cidre chaud, ses joues roses à cause du froid. Une couverture en laine drapée sur ses épaules comme une cape. « Ok, monsieur Guirlande », a-t-elle souri, tu essaies d'éclipser les voisins. C'est eux qui ont commencé, ai-je dit en pointant les flocons LED clignotants des voisins d'en face. Nous nous sommes assis ensemble sous les lumières, blottis dans la couverture comme 2 conspirateurs se cachant du vent. Le cidre fumait entre nous. Elle a posé sa tête sur mon épaule et aucun de nous n'a parlé pendant un long moment. C'était calme d'une manière qui semblait méritée. Puis je l'ai dit. Je crois que je t'aime maintenant. Les mots ont juste glissé. Pas de préparation, pas de discours, juste la pure vérité, comme une personne pourrait admettre qu'elle est fatiguée ou rassasiée ou reconnaissante. Juliette a cligné des yeux, son souffle s'arrêtant légèrement. Elle s'est redressée, m'a regardé, puis a ri. Tu crois que tu m'aimes? Je veux dire, j'ai souri. Je suis assez sûr.
À moins que ce cidre soit plus fort que je ne pensais. Elle m'a fixé une seconde de plus comme si elle scannait mon visage pour une chute de blague. Puis elle l'a dit. Moi aussi. Juste comme ça. Pas de drame, pas d'hésitation, pas besoin de définir quoi que ce soit au-delà de ça. Nous nous sommes rassis sous les lumières, épaule contre épaule. Personne n'a applaudi. Rien de grandiose ne s'est passé. Mais je jure que dans ce petit silence, quelque chose s'est installé entre nous. Quelque chose de réel. Le soir du dîner, la table était déjà mise quand Juliette et moi sommes arrivés. Des verres en cristal scintillant sous le plafonnier, des serviettes en tissu pliées avec presque trop de soin, et l'odeur du poulet rôti remplissant la pièce avec le genre de chaleur qui n'existait que chez leurs parents. C'était très intentionnel. Sa mère voletait autour de la table avec des bouteilles de vin et remettait en question la température de la sauce, tandis que son père se tenait près du salon, faisant tourner un scotch et fredonnant pour lui-même. « Tu es sûr que tu es prête pour ça ?» ai-je murmuré alors que nous accrochions nos manteaux près de la porte. Juliette a jeté un coup d'œil de côté, souriant. Je n'ai jamais été aussi prête à lancer une bombe dans un pot-au-feu. Parfait, ai-je dit. C'est exactement le niveau de paix que je visais. Nous n'étions pas les seuls invités, bien sûr. Émilie et Sébastien sont arrivés juste 10 minutes après nous, assez tard pour que ça semble délibéré. Elle portait une robe bordeaux et un sourire serré. Il avait l'air ennuyé avant même d'avoir mis un pied à l'intérieur. Ils nous ont à peine reconnus, et c'était très bien. Nous n'étions pas là pour eux. Le dîner a commencé aussi maladroitement que prévu. La mère de Juliette, toujours optimiste, essayait de garder la conversation légère. « Alors, comment va tout le monde ? Toujours en télétravail, Mathieu ?» J'ai hoché la tête poliment. Quelques jours par semaine, les affaires sont stables. Sébastien est intervenu. Ça doit être sympa. Certains d'entre nous doivent vraiment aller au bureau. Émilie s'est raclé la gorge doucement, mais n'a rien dit. Juliette a souri crispée, sans même le regarder. L'éthique de travail de Mathieu n'est pas vraiment sujette à débat, Sébastien. Leur mère a agité une main. Ne recommençons pas ça. C'est les fêtes. Émilie a regardé Juliette à travers la table. Combien de temps tu restes à Paris, Juju ? En fait, a dit Juliette en posant sa fourchette. C'est un peu de ça dont on voulait parler. La pièce s'est figée juste légèrement. Mathieu et moi avons échangé un regard. Je lui ai fait un signe de tête. Elle a cherché ma main sous la table et a entrelacé ses doigts aux miens. Puis elle a levé les yeux vers ses parents. Son père regardant maintenant attentivement, sa mère avec de grands yeux polis attendant la chute. On est fiancés, a-t-elle dit. Juste comme ça. Simple, direct. Pas de préparation. Pas besoin. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis sa mère a cligné des yeux. Fiancée ? Juliette a levé sa main et a remué ses doigts, montrant la bague en or modeste que nous avions choisie ensemble. Son sourire était doux mais inébranlable. L'un avec l'autre, a demandé leur père lentement, la voix sèche d'incrédulité. Oui, papa, a dit Juliette avec un rire doux. Pas symboliquement, officiellement. Le silence s'est étiré un temps trop long. Puis leur mère s'est levée brusquement et a souri comme si elle venait de se rappeler comment faire. Eh bien, a-t-elle dit en levant son verre. C'est une merveilleuse nouvelle. Son père a hoché la tête une fois, plus lent à se lever, mais s'est finalement tenu à côté d'elle, levant son verre pour recommencer. Je suppose que nous apprenons tous à bien faire les choses la deuxième fois. Juliette a trinqué avec eux, puis avec moi. Et puis. Vous vous foutez de moi, a claqué Émilie. Toutes les têtes se sont tournées. Elle a grippé son verre de vin, ses yeux verrouillés sur Sébastien avec une fureur si brute qu'elle a arraché la prétention directement de son visage. Tu savais, a-t-elle sifflé. Sébastien a cligné des yeux. De quoi tu parles ? De ça, a-t-elle claqué, nous désignant. Tu savais qu'ils étaient ensemble, fiancés, et tu n'as pas dit un mot. Ce n'est pas à moi de partager leurs nouvelles, Em. Elle a laissé échapper un rire sec et incrédule. Bien sûr que non. Tu ne partages rien à moins que ce ne soit pratique pour toi. Sébastien a ricané et s'est penché en arrière. On peut ne pas faire ça ici ? Émilie s'est levée.
Pourquoi? Gêné maintenant ou juste encore ennuyé? Ne commence pas. Non, parlons de la façon dont tu as détruit mon mariage, promis tout, puis ne m'a rien donné à part des légendes Instagram et des silences glaciaux. La pièce s'est figée. Juliette était assise tranquillement en sirotant son vin. Leurs parents se tenaient dans un silence gêné, les yeux dardant entre deux comme en regardant une étagère en verre se fissurer au ralenti. Sébastien s'est levé sans un autre mot, a attrapé son manteau et est sorti par la porte d'entrée. Juste comme ça. Pas d'au revoir, pas de regard en arrière. Émilie est restée debout tremblante, puis s'est lentement rassise, ses mains serrées sur ses genoux. Le seul son qui a suivi était le cliquetis de l'argenterie. Puis quelques gorgées de vin silencieuses, une fourchette raclant le bord d'une assiette. Juliette a cherché ma main à nouveau sous la table. Son sourire était petit, mais sûr. Le jardin était calme juste avant que la musique ne commence. Des rangées de chaises blanches s'alignaient sur l'herbe coupée, parsemées de gens que je remarquais à peine. Famille, amis, voisins, visages flots en sourires doux et tenues pastel. L'arche était enveloppée de lierre et de fleurs de fin d'été, et la voix de Juliette flottait de quelque part à l'intérieur de la maison, riant avec ses demoiselles d'honneur. C'était une journée parfaite. Et puis je l'ai vue, Émilie, debout près du chemin de pierre qui menait autour de la cérémonie, les mains serrant quelque chose de petit, peut-être un programme, peut-être juste ses nerfs. Ses yeux ont rencontré les miens de loin. Hésitant mais stable. Je savais qu'elle viendrait. J'ai marché vers elle avant que quiconque puisse m'arrêter. Avant que Juliette puisse voir, pas par secret, mais parce que j'avais besoin d'affronter ce qu'elle avait encore à dire. Mathieu, a-t-elle soufflé quand je l'ai rejointe. J'ai hoché la tête. Émilie. Pendant un moment, elle m'a juste fixé. Ses cheveux tirés en arrière, pas de maquillage assez lourd pour cacher le poids sous ses yeux. Puis elle a parlé doucement et en tremblant. Je sais que je n'ai pas ma place ici. Je sais qu'il est trop tard pour réparer quoi que ce soit et je ne suis pas là pour interrompre ou supplier ou faire quoi que ce soit d'horrible. Je juste. Elle a fait une pause, la voix se brisant. J'ai besoin que tu saches que je n'essayais pas de nous ruiner. Je n'ai pas cherché à te trahir. Sébastien a dit toutes les bonnes choses quand je me sentais comme une moins que rien. Et Dieu, je l'ai cru. Je croyais que ce qu'on avait était terne, sans risque. Je pensais que j'avais besoin de quelque chose de plus brillant. Elle a essuyé sous son œil rapidement et puis ça a craqué. Et maintenant je le vois. Je te vois. Ce que j'ai détruit, ce que je ne récupérerai jamais. Je l'ai regardé tranquillement, les laissé dire chaque mot sans ciller. J'ai laissé le silence s'étirer après. Puis j'ai dit, calme et honnête, peut-être que ce n'est pas l'amour que tu as perdu, mais quelque chose qui t'a appris à le valoriser. Son visage s'est effondré juste un peu. Pas de sanglots dramatiques, pas de tentative finale de rédemption, juste ce regard qu'une personne a quand la vérité la frappe un temps trop tard. Elle a hoché la tête lentement. J'espère qu'elle te traite mieux que je ne l'ai fait. Elle le fait déjà, ai-je dit. Émilie a regardé ses mains, puis a relevé les yeux. Au revoir, Mathieu. Au revoir, Émilie. Elle s'est écartée alors que la musique commençait. J'ai marché seul sur le chemin du jardin, retournant vers l'arche, retournant vers Juliette, retournant vers des vœux qui venaient de quelque chose de réel. Pas de fantasme, pas de vengeance, mais quelque chose reconstruit à partir des cendres. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas regardé en arrière. Et c'était la fin de l'histoire. Juliette m'a dit un jour, à ce jeu-là, on peut jouer à deux. Juste avant que tout commence à changer entre nous, elle a choisi de combattre la trahison non pas avec amertume, mais avec audace.